Donc, ils avaient fait un calcul très simple. Ils avaient dit, bah non, on va faire 30% de capacité en plus, donc je vais augmenter de 30% ma surface au sol. Comme ça, tout va C'est bien simple. marcher. Sauf qu'en fait, tu vais mettre 5 ou 6 voies ou 7 voies en amont de ce pont pour augmenter la capacité. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu auras un énorme bouchon sur le pont et à la fin, tu feras pas plus que ce que le pont peut absorber. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le deuxième épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Julien Charles. Salut Julien. Salut Arnaud. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant que tu te présentes de manière classique, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va vraiment? Ouais, ça va. Je suis un peu fatigué. Pour être franc, je suis super fatigué même. Donc là, je pars en week-end. Ce soir, je prends 4 jours là parce que ça fait 6 mois que j'ai pas vraiment pris de jours là. Donc du coup, je fais une petite pause. C'est bien, t'as raison. C'est hyper important. Ouais. Du coup, tu travailles chez Seven Shapes. Ouais. Et Seven Shapes, c'est la formation au Lean par le jeu vidéo. Je résume bien? Ouais, c'est ça. Par le jeu et par la simulation en fait. Alors, on en reparlera, mais on parle de moins en moins de jeux vidéo parce que c'est un peu trop moderne pour les industriels. On parle de simulation interactive ou d'usine école digitale, voilà, en gros. En gros, vous avez rendu le Lean sexy, quoi. Hyper ludique, ouais, c'est ça, sexy et ludique, ouais, en gros. Donc, alors je sais pas, je peux peut-être te présenter rapidement, mais donc moi je suis le cofondateur et PDG de Seven Shapes. Donc moi je suis associé à Frédéric Covin-Doumi qui elle a géré un studio de jeux vidéo pendant 18 ans, donc plutôt du jeu Facebook, PlayStation, etc. Et on s'est associés tous les deux puisque moi j'avais pour idée de digitaliser des boîtes de jeux que j'avais en présentiel, donc des boîtes de jeux de Lego, des jeux des bateaux, les pliages, etc. qu'on voit depuis 15 ans. Ouais, c'est ce que tu utilisais. C'est ce que j'utilisais moi, ouais, j'en utilisais une partie, j'avais notamment un jeu de Lego. On assemblait des avions et on avait un premier round où c'était le bazar et t'arrivais pas à sortir 3 avions dans les 10 minutes de round. Et à la fin, t'implémentais les outils de l'amélioration continue ou du Lean petit à petit. Et petit à petit, t'arrivais à faire plusieurs dizaines d'avions dans les 10 minutes toujours en faisant en plus des mix d'avions. Donc on faisait des hydravions, des avions à une hélice devant, 2 hélices sur les côtés. Enfin bref, on avait des variantes. Donc en gros, attends, si je comprends bien, toi avant Seven Shapes là, il y a longtemps, quand tu faisais des formations, tu formais, j'imagine, des managers, des opérateurs dans les usines, tu recréais une ligne de production. Ouais. Tu leur donnais un chrono de 10 minutes. Dans 10 minutes, tu leur disais voilà, t'as réussi à fabriquer 3 avions. C'est nul. C'est ça. Et après, tu faisais quoi? Du coup, t'analysais avec eux. En fait, ouais, en général, on avait des groupes de 8 personnes, quoi, 6 à 8 personnes. T'avais de mémoire, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais on avait 4 postes de travail. Donc, t'avais le premier faisait le châssis, le deuxième mettait les ailes, le troisième mettait les hélices et le quatrième mettait les roues, tu vois. Et à chaque fois, t'avais des problèmes de stock, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'équilibrage de ligne. Et donc, on leur faisait faire des rounds. Et en fait, à la fin de chaque round, on démontait les avions, puis on faisait une analyse. Donc, on suivait un tableau de bord. Combien il y a eu de problèmes sécurité, est-ce qu'il y a des problèmes qualité, combien tu as sorti d'avions, le temps de traversée, etc. Et on présentait une ligne d'assemblage d'avions en Lego. Il y en a qui faisaient avec des bateaux ou avec d'autres choses. Et tu apprenais les bases du Lean comme ça, en fait, en faisant round par round. Et souvent, ça, c'était un module un peu d'introduction à l'amélioration continue, au Lean, quoi. Et ça permettait de découvrir plusieurs outils, le 5S, l'approvisionnement de ligne, l'équilibrage de ligne, etc. Donc, on passait des principes comme ça. Et après, ensuite, en général, on allait sur le terrain et on faisait un vrai projet, quoi, un vrai chantier Kaizen, quoi. Et du coup, t'as formé combien de... Est-ce que je sais pas si t'as le chiffre, je sais même pas si jamais tu y as réfléchi.
t'as formé combien de personnes? Voilà. Même en comptant Seven Shapes, en comptant tout. T'as rencontré combien d'êtres humains? On va faire ça plus simple. T'as rencontré toi personnellement combien d'êtres humains à qui t'as expliqué le lean? Des milliers. Ouais, des milliers parce que je crois que. Alors, j'avais fait un peu. Alors, c'est marrant parce que j'avais fait le bilan quand j'ai dû refaire un CV. Alors, ça date, parce que j'ai pas fait de CV depuis un bon bout de temps. Mais je crois que j'ai fait plus de 150 projets Lean à peu près, tout confondu. Donc, des diagnostics, des chantiers d'amélioration de terrain. Là, tu vois, avec Seven Shapes, on est à plus de 500 formés déjà, tu vois, et des sessions, j'en ai fait en France et dans les 4 coins de l'Europe aussi, parce que je me déplaçais pas mal sur la fin de ma carrière de consultant, du moins dans mon cabinet de conseil avant, et j'en avais fait vraiment beaucoup, hein, franchement. Ouais, je pense que c'est des milliers de personnes, quoi. Ouais. Et là, on est déjà à quasiment plus de 500, puis on a plus de 5000 personnes sur la plateforme qui se forment, plus ou moins, du coup. Donc, tu vois, Plus ou moins, ouais. ouais. Et du coup, ok, donc t'as rencontré plus de 1000 personnes avec qui t'as parlé Lean. Ouais. Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre. Les gens, quand tu les rencontres et qu'ils savent pas ce que c'est, tu vois. Moi, je me mets à la place d'un responsable de production là qui est en train de nous écouter, ou un responsable d'amélioration continue, tu vois, quelqu'un qui est dans une usine, il connaît le Lean, d'accord, ça l'intéresse, et là il se dit bon, je vais devoir former mes gars, hein, je vais devoir former mes opérateurs à ça, je vais devoir leur expliquer, et du coup il se dit putain, mais comment je vais faire ça, quoi. Et du coup toi c'est quoi quelqu'un qui connaît pas du tout, tu vois, donc tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? C'est quoi la première chose qu'il faut faire quand on parle de Lean à quelqu'un qui en a jamais entendu parler? Alors, en fait, ça dépend des entreprises à qui on s'adresse, mais des entreprises qui connaissent mais qui l'appliquent pas, moi, très souvent, je repars des problèmes, quoi. C'est-à-dire que je leur demande s'ils ont des problèmes de sécurité, de qualité, est-ce qu'ils ont des problèmes pour livrer dans les temps leurs clients, des problèmes d'approvisionnement, enfin voilà, tout type de problèmes que tu as dans une industrie classique, quoi. Et du coup, je vais tirer un peu les causes, quoi. Ok, pourquoi, à votre avis, vous avez des problèmes qualité? Parce qu'on vérifie pas ce qu'on fait, ou on n'a pas de standard. Ah ouais, ok, donc pourquoi vous n'avez pas de standard? Parce qu'on ne sait jamais. Puis toi, tu tires la pelote, en fait, un peu. Et en fait, indirectement, tu dis, là, du coup, par exemple, sur ce problème-là, on peut appliquer telle méthode, tels outils. Et ça vient d'un truc un peu plus au-dessus qui s'appelle le Lean, ou, alors très souvent en France, on parle pas trop de Lean parce qu'on n'aime pas les mots anglais, déjà, de 1. Non, et 2, on parle plutôt de l'excellence opérationnelle ou de l'amélioration continue. Ou de la performance industrielle aussi. Et là, je leur dis, du coup, on va s'appuyer sur des méthodologies qui s'appellent le Lean, quoi. Tu vois, alors souvent, moi, je prends l'exemple du sport. Quelqu'un qui va pas, tu vois, c'est quelqu'un qui va pas se sentir bien. Ouais, je suis fatigué, je respire pas bien, je me sens un peu lent, ou tu vois, je suis fatigué le matin, ou dès que je monte 3 marches, je suis essoufflé. Dire, ok, du coup, tu aurais envie de quoi? Que je sois un peu plus en forme. Voilà, ok, donc du coup, du coup, peut-être qu'il faudrait que tu manges mieux, que tu dors mieux, que tu ça. Puis on va utiliser une méthode qui va être la méthode X de coaching, tu vois, d'accompagnement sportif. Et bon, voilà. Mais si tu lui vends tout de suite, t'es fatigué, t'es pas bien, on va utiliser telle méthode, il va pas voir le lien entre la méthode et le résultat qu'il souhaite. Donc souvent, je parle pas de Lean tout de suite, moi, en fait. D'ailleurs, on a enlevé tu le mot repars Lean. des problèmes. Ouais, T'as enlevé voilà. le Lean, carrément. Ouais, on a enlevé le mot Lean, nous, de notre site. On l'a enlevé en première page, on va dire. On le met quand même parce que t'as des gens qui connaissent, des gens qui connaissent pas. Mais pour les opérateurs ou des gens du terrain ou des managers ou des gens qui connaissent pas, je vais plutôt parler de leurs problèmes. Alors, tiens, on va utiliser des méthodes qui permettent d'améliorer. Il y a des cadres pour aller un petit peu plus vite, des normes, on va dire, enfin des cheminements. Et on va s'appuyer sur ces philosophies ou sur cette boîte à outils, on va dire, avec plein d'outils. Et puis, on va essayer d'utiliser les bons pour vous, quoi. Et puis, l'idée, c'est que vous ayez des gains derrière et puis que vous ayez plus de problèmes qualité ou sécurité. Ok, donc en fait, toi, ce que tu conseilles, c'est pas parler de méthode, pas parler de solution, vraiment repartir sur sur tous les irritants, sur tous les problèmes que les opérateurs opératrices rencontrent dans l'usine, appuyer le doigt dessus. Et comment est-ce que tu fais quand les gens, ils ont l'impression que c'est le métier? Que c'est le métier. C'est-à-dire, je vois, nous, on a eu un client, il fabrique des meubles en bois. Et donc ils font des meubles en bois sur mesure, donc ils ont beaucoup des bénis, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Et donc les pièces sont découpées, les plages de bois sont découpées sur une CNC. Et ils avaient une vieille CNC, et
souvent il y avait des éclats, tu sais, sur le côté, Ouais. sur la tranche, quand la fraise est passée, il y a des éclats de bois qui sautent. Donc du coup, les opérateurs, une grosse partie de leur journée, elle était occupée à mettre de la pâte à bois et à réparer ces pièces-là. Ouais. Et sauf que ça arrive tellement souvent que quand lui il dit ça c'est un problème, ça serait pas mal de mesurer avec un bouton ce problème-là, eux ils disent non ça fait partie du métier. Ouais, ça fait partie des. La question à se poser, c'est est-ce que ce problème a toujours été là? Ouais. Est-ce que c'est apparu petit à petit? Est-ce que c'est de plus en plus? Toi, de quantifier un peu le truc. Alors aussi, ce qui est important, et ça rebondit sur ce que vous faites, mais c'est de quantifier, souvent je dis de dépassionner un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que, ok, c'est pas mal ce mot-là. ouais, tu vois, souvent on dit en coaching, tu triangules le problème. C'est-à-dire que tu as la personne qui constate le problème et du coup, tu vas venir quantifier le problème de manière à le dépassionner, dire ok, ça c'est un gros problème ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire un gros problème, tu vois? Et moi, la seule manière, je trouve personnellement, c'est de le quantifier, de dire ça arrive combien de fois par jour, c'est sur combien de produits, ça me fait perdre combien de temps, etc. Tu quantifies en kilos, en ce que tu veux. Ouais, lui donner du contexte, lui donner du corps, quoi. Le rendre concret. C'est ça, le rendre concret et se dire tiens, si je l'ai plus, qu'est-ce que je gagne, quoi. Parce que souvent, ça peut vachement changer. Si on dit l'opérateur, lui, il passe la moitié de sa journée, donc 4 heures sur 8 par exemple, à remettre de la pâte à bois parce que c'est un problème, donc c'est que du temps rouge, parce que c'est un problème avec la machine. On va peut-être aller tirer les problèmes au niveau de la machine. Est-ce que c'est un problème de fraise? Est-ce qu'on usine trop vite? Est-ce que c'est le bois qui est trop dur? Est-ce que c'est trop mou? Ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, tu vois, la solution, ils l'avaient déjà en fait. Et puis d'ailleurs, ils ont pu la faire. Ils savaient que la machine était vieille et qu'il fallait investir dans une nouvelle machine. Et ça fait longtemps qu'ils ont investi dans cette nouvelle machine et il n'y a plus de problème. Mais ce qui était intéressant, c'était la psychologie en amont, finalement, des opérateurs qui, comme pour eux, ça faisait partie du métier, si tu veux. C'est normal. Ils avaient peur. Et moi, je me mets à leur place, je comprends cette peur-là et je me demande comment toi tu la traites du coup. Ils avaient peur qu'on leur enlève quelque chose et qu'ils ne servent plus à rien, tu vois. Alors qu'en fait, leur temps, il était au contraire, on aurait voulu leur libérer du temps pour qu'ils puissent passer plus de temps sur ce qui avait de la valeur et pas sur réparer les problèmes de la machine. Mais comment est-ce que tu vois, c'est pas facile de l'amener ça, parce que comme tu dis, tu vois, alors là, je prends l'exemple de mon client, mais je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils en ont plein d'histoires comme ça. Ouais. Comme tu dis, le problème, la typologie de l'incident, de l'arrêt, il a toujours été là. Aussi longtemps que tu t'en souviennes, dans l'usine, ça a toujours été comme ça. Ouais. Et tu sais que c'est un gaspillage parce qu'on pourrait l'enlever et que les gens seraient contents de plus le faire. Parce que c'est quand même pénible. Mais les gens ont peur de se dire je vais plus servir à rien et ils vont me virer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça c'est important après de remonter d'un cran sur le manager ou le dirigeant. C'est quoi sa vision, quoi, en fait? C'est de dire, est-ce que notre métier à nous, c'est de réparer des problèmes qu'on a en interne pour livrer? Parce qu'en général, quand tu as un problème qualité, après, ça va tirer d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont certainement du mal peut-être à faire les commandes, à livrer dans les temps. Alors, c'est plus le cas. Voilà. Donc là, c'est plus le cas, du coup. Mais avant, en fait, justement, c'est ça qui était rigolo, c'est que derrière, t'arrives pas à faire la cadence. Tu peux pas monter en production la cadence, alors que tu sais que l'usine peut faire plus. Et c'était notamment un des problèmes. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est normal. Mais... Ouais, en fait, c'est toujours le problème on a toujours fait comme ça, tu vois. Où là, c'est important que le dirigeant il projette, en fait, parce que le problème, c'est que la vision, en fait, entre la personne qui est sur le terrain et la personne qui est à la direction, on va dire, qui va avoir une vision peut-être un peu plus long terme ou qui va voir les tendances de marché, c'est que lui il va dire oui, mais je vais vous expliquer, en fait, que si on fait plus ça, on va pouvoir faire ça, un nouveau produit, des nouvelles actions, avoir peut-être plus travailler sur des projets de R&D, sur de la nouveauté, tu vois, trouver du temps pour faire autre chose, pour recréer de la valeur, en fait. Et c'est toute la philosophie du Lean, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de faire autant en moins de temps et puis de réinvestir ce temps en faisant autre chose, quoi, et en faisant de la valeur ajoutée, quoi, en fait. Donc c'est normal, en fait, c'est humain. C'est là où moi, souvent je dis dans les projets Lean, c'est pas les outils, en fait, ou les démarches qui sont compliquées, c'est toute la partie humaine. Dans le sens compliqué, c'est changement de culture, en fait. Et ça, c'est pour ça que ça met vachement de temps. Ça peut prendre plusieurs années. Moi, souvent, ce que je constate, c'est qu'une boîte qui commence et jusqu'à une boîte qui est en autonomie, qui fait ça bien, c'est au moins 3-4 ans, quoi, minimum. Ok, donc toi, tu dis vraiment pour un changement Lean en profondeur. On parle pas parce que pendant 3 ans, il va y en avoir des chantiers, mais changement qui est vraiment
Pérenne. où il y a pérenne. C'est-à-dire que voilà, c'est pas je viens, je fais le consultant un mois et quand je me Non. barre 2 semaines après, tout est redevenu comme avant, quoi. C'est Non, pour que non, ça non, reste, non. quoi. Voilà, tu as formé des gens, tu as des relais sur le terrain, ils crantent eux-mêmes les améliorations, tu as de l'autonomie qui se met en place et du coup, ça fait tâche d'huile sur d'autres services. Si tu commences par la partie manufacturing ou office ou maintenance ou je sais pas quoi, bon, tu vois, du coup, tu as fait en production, ça remonte jusqu'au BE, puis ça repart en maintenance, puis après, tu as la qualité qui s'y met plus, tu as la logistique, ensuite tu intègres les fournisseurs, enfin, tu peux aller loin. Et moi, j'ai des exemples comme ça d'entreprises où vraiment, en fait, là où ça marche le mieux, moi, ce que je vois, c'est quand tu n'as vraiment pas le choix, en fait. Alors ça reprend un peu la notion de créativité, de contrainte. Quand C'est-à-dire t'es dos que au mur. si tu n'as pas de contrainte, en fait, t'es pas obligé d'être créatif, quoi. Tu vois, si je reprends l'exemple de mon sportif, Ouais. bon, tu as envie de mincir, mais bon, c'est pour te faire plaisir, tu n'as pas de problème de santé, tout va bien, machin. Bon, tu n'as pas forcément, bon, tu peux continuer à manger tes chips, et puis il n'y a pas trop faire de sport, quoi. Mais si tu as un problème de santé, que là, tu es contraint, il faut vraiment que tu le fasses parce que c'est une question de vie ou de mort. Et à l'échelle de l'entreprise, c'est les gars, si on fait rien, on livre tellement mal, tellement de problèmes qualité que les concurrents, ils prennent nos parts de marché, que techniquement, il y a des évolutions techniques, on n'a pas pris les virages, que socialement, il faut qu'on fasse un virage. Et que l'entreprise va dans le mur. Là, le dirigeant doit monter sur le tonneau, ce que je dis, et dire là, ça va plus, il faut vraiment qu'on change parce que voilà, je vous projette. Et c'est là où si on le fait pas, on est mort. Si on le fait pas, on est mort. Et là, c'est là où tu vois des changements très radicaux. Moi, j'ai vraiment une boîte en Charente comme ça qui a complètement changé. Et il est monté sur le tonneau. Le PDG il a dit voilà, il faut vraiment aller dans cette direction-là. Et il est physiquement monté sur un tonneau. Ouais, alors il est pas monté, il est peut-être monté sur une palette, mais physiquement, il a parlé à toute l'équipe, quoi, à tout le monde en même temps. Et il a dit voilà, là ça va pas parce qu'il y a ça qui va pas. On n'est pas bon sur ces indicateurs-là et j'ai besoin que tout le monde s'y mette et qu'on aille dans cette direction-là. C'est faites un choix. Soit on s'y met tous et on sauve l'entreprise et tout le monde garde son emploi. Soit on s'y met pas et en fait on va mourir, quoi. Voilà. Et donc là, tu as plein de catégories de population. Tu as les gens qui sont révoltés, qui veulent de toute façon, qui iront jamais. Et souvent, c'est des gens qui ont quitté la boîte. Tu as les gens qui sont super engagés ou constructeurs où eux, se les met dans les projets et vas-y, on améliore. Puis tu as les gens qui vont être un peu entre les deux, qui vont hésiter, qui vont être en opposition, mais qui vont donner des critiques, tu vois. Et puis là, tu fais avec l'équipe que tu as. Et puis voilà, et puis t'as ta boîte qui évolue en fait différemment. Mais les éléments extérieurs, faut forcément les mettre sur la table de toute l'entreprise, enfin les montrer à tout le monde. Parce que souvent on oublie les causes extérieures de changement. Pourquoi on doit changer en fait? T'as les éléments factuels de sécurité, délai coûts, machin. Puis t'as les éléments qui arrivent, les signaux faibles en fait. Attention, là on change de technologie ou on change de qualité, où il y a de la concurrence qui arrive, tu vois. Et ça, quand tu es à ton poste de travail, tu le vois pas, en fait, ça. Ça me fait penser à le dernier épisode, on avait Gaëtan et il nous disait que la base du Lean, c'est quand même de partir du principe que les opératrices, ils ont un cerveau et qu'ils peuvent l'utiliser. Exactement. Alors, et en fait, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser, en fait, c'est le dirigeant de l'entreprise, le responsable, ou alors les managers, responsables de production, ils savent où l'entreprise va. Ils savent comment on vend les ventes. Ils sentent, le directeur, j'espère qu'il le sait en tout cas. Il sait comment on vend les ventes. Il sait comment va le marché parce qu'il est dedans, parce qu'il entend les chiffres, parce qu'il est tenu au courant de plein de raisons. Donc en fait, il connaît la direction de l'entreprise et il connaît les problèmes. Et après, quand il va dire aux gens que c'est dur, quand il descend vers les opérateurs et qu'il leur dit que c'est dur et qu'il faut augmenter la cadence, en fait, ils comprennent pas. Parce que eux, ils ont pas le même niveau d'information, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve que c'est le plus dramatique pour n'importe quelle entreprise. Et c'est à ça que le Lean sert finalement. Toi, c'est l'impression que c'est la première chose que tu fais, c'est OK, tu m'as dit plusieurs fois, le dirigeant, il doit parler avec les opérateurs, il doit les embarquer dans la vision. Tu sais que c'est un truc qu'on entend dans le monde des startups. On entend ça énormément, surtout à la Silicon Valley. J'ai vu énormément de vidéos d'entrepreneurs qui disaient il faut que vous inculquiez la vision à vos employés, etc. Et on se dit c'est hyper important. Mais on parle pas de l'importance de ça en fait dans une usine. C'est encore plus vrai parce que là t'es encore plus déconnecté, quoi. Puis en fait, je pense que t'as pas mal de questions d'ego en fait.
C'est-à-dire que c'est pas facile de dire bah là ça va pas, ça marche pas, on fait ça pas bien. Parce Peur d'être que jugé, tu penses aussi par les opérateurs? ouais, bah en fait déjà en fait en France, tu as une majorité de PME et d'ETI qui sont des boîtes qui sont transmises de père en fils. Ok, Tu as donc la beaucoup de boards. légitimité de. Ok, Donc ouais. tu as la légitimité, tu es le fils du mec qui a monté la boîte il y a 20 ans, qui marchait très bien. Là, ça va pas bien, donc tu dis c'est de la faute du gars, c'est de la faute de son Ouais. fils, tu vois. T'en as Alors beaucoup comme ça que. parce que j'en ai moi dans mon board de ma boîte qui sont des gens qui ont repris l'entreprise de leur père, tu vois. Ouais. Et voilà, et t'as moins de légitimité en fait. Donc si tu arrives et tu dis bah en fait moi je sais pas, enfin je sais où ça va, mais je sais pas comment on va faire parce que c'est vous qui savez. Vous êtes sur le processus toute la journée, donc c'est vous qui savez. Et donc ça reprend les notions d'intelligence Et faire collective. ça fait peur. Je pense ouais. Alors qu'en fait, En c'est mode ça qu'il faut faire. alors que c'est ça qu'il faut faire. Parce que en fait, Faut c'est faire le saut de la foi, quoi. Faut c'est ça, s'abandonner. c'est contre-intuitif, mais en fait, tu vas le fait de rien dire, t'as une espèce de les gens qui auraient envie de bouger, ils vont pas bouger, et les gens qui bougent pas, ils bougent pas. Donc t'as une espèce Ouais. de personne bouge. Dès que tu vas annoncer le truc, tu vas avoir peut-être une scission, mais c'est une Mhm. minorité en fait, des gens qui vont pas vouloir bouger. Et à ce moment-là, bah, soit les gens partent et ça arrive. Mais ceux qui sont engagés, ils vont être méga engagés. Tu vois. Ils vont dire ah ouais attends, mais moi j'aime cette boîte, j'aime le produit, le dirigeant j'y crois et j'ai envie de garder mon travail, tu vois aussi. Et donc du coup je vais m'investir dans des projets, je vais m'investir à améliorer la boîte. Ça c'est l'esprit que tu retrouves dans les startups puisque quand tu démarres une boîte, tu es sur un produit qui existe parfois pas du tout, sur un marché qui est pas tout à fait cadré. Tu démarres, donc tu as forcément que des early adopters qui kiffent ce que tu vas faire Ouais. et ils sont plus ou moins payés, tu vois, en plus. Donc, eux, ils croient au truc, tu vois. Quand tu es dans une entreprise qui a 20, 30, 40, 50 ans, bon, tu as déjà un business model, tu as déjà des produits, tu te dis, ouais, c'est bon, ça peut fonctionner pendant 100 ans encore comme ça. Sauf que ça bouge tellement vite que tu as vite fait de partir d'un côté et de l'autre. Ça marche bien Ouais. jusqu'à ça marche pas. Et là, le dirigeant, il doit incarner le truc et être super humble, en fait. J'ai l'impression qu'il doit aussi être prêt à. On lui dit, là, tu vois, on vient de lui dire, dirigeant, responsable de production, directeur d'usine, on vient de lui dire, bah, si, vas-y, aie confiance en l'intelligence collective, va voir tes mecs, explique-leur que tu sais pas et que tu vas faire le chemin avec eux. Ouais. Et du coup, faut qu'il soit aussi prêt à ce que, bah, il va s'en prendre plein la gueule aussi, parce que Ouais. on risque de lui dire des choses qu'il fait mal et dont il se doutait même pas. Il faut qu'il soit prêt à écouter et à trier aussi. C'est pas facile. Ouais, c'est un vrai travail. Hein. Ouais. T'imagines, t'es là dans ton usine, tout va bien, tu sens que ça commence un peu à descendre, tu descends voir tes mecs et d'un coup, on t'explique qu'en fait, ça, tu le faisais mal depuis le début, mais on n'osait pas te le dire. Ouais. Ça t'est arrivé déjà, ça? Ça, disons que, en fait, que les gens, en fait, le problème, en fait, souvent, c'est que dans les entreprises qui font pas d'amélioration, c'est que tu rends pas les problèmes visibles, donc ils sont cachés. Ouais. Et donc toi, ce que tu vas avoir, c'est la face un peu immergée de l'iceberg, les gens qui veulent, qui ont pas de problème à dire qu'il y a des problèmes. Ouais, la face émergée, le truc C'est facile le à truc voir, qui est quoi. émergé, quoi. C'est le truc qui est facile. Mais en fait, quand il va lire le bilan de la boîte, il va bien voir qu'il y a un truc qui va pas, quoi, que les chiffres vont pas, que ça marche pas, etc., quoi. Et donc, très souvent, en plus, les patrons sont pas très aimés. Alors, ça dépend des boîtes, hein. Je fais pas une généralité, mais tu dis oui, c'est les dirigeants, voilà. Et donc, du coup, si t'as jamais eu de communication et qu'ils sentent pas que c'est open, t'as toujours un peu ce retour de bâton. Tu dis, ouais, mais attends, si j'en dis trop, ça va peut-être me retomber dessus, quoi, tu vois, par rapport aux collègues, par rapport aux Ouais. autres, tu vois. Tu retrouves moins ça quand tu as des environnements très lean, plutôt dans des plus grosses boîtes ou des boîtes qui ont plus de maturité. Remonter le problème, c'est bien, tu vois. Tu vois, chez Vuitton, on dit chic, un problème, tu vois. Alors, c'est chic en plus parce que c'est le luxe, tu vois. Mais on dit chouette, un problème, tu vois. On dit c'est cool les problèmes, en fait. Alors, c'est cool les problèmes, c'est cool quand ça marche bien aussi. Souvent, c'est ce qu'on dit. C'est bien quand c'est vert aussi, c'est bien. Mais c'est bien quand il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une piste d'amélioration. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, c'est pas un problème. Si ça marche pas, c'est pas de la faute des opérateurs ou des gens sur le terrain. C'est parce qu'on n'a pas mis les moyens. Et donc, le dirigeant, il va dire, OK, moi, je connais pas, enfin, je sais qu'il y a un problème, qu'on doit aller là. Je sais pas comment on va y aller. Là, c'est à vous de m'aider. Par contre, moi, je vous donne des moyens, quoi. Je vous donne du temps, de l'argent, l'investissement, ce qu'il faut pour faire mieux, quoi. Tu vois.
Je vous fais confiance. Je vous donne la responsabilité de trouver une solution. Je vous donne les moyens. Je vous donne financiers et temporels. Ouais. Par contre, en échange, j'attends aussi de votre part, et je vous l'explique, que il faut me mettre à votre niveau. Du coup, finalement, il faut m'expliquer. Il faut me tenir informé. En fait, il faut qu'on communique, quoi. Faut qu'il arrête d'avoir le directeur en haut à l'étage et les opérateurs en bas, quoi. Ouais, ça c'est un problème, hein. On a beaucoup de PM, enfin beaucoup d'entreprises, c'est la pyramide encore, hein, enfin ça c'est tayloriste, quoi. C'est le taylorisme, quoi. C'est-à-dire que les gens ils viennent, ils mettent les chaussures de sécu, le casque, ils soudent toute la journée et puis le soir ils repartent, quoi. Puis tu leur as jamais demandé si ça allait, s'ils avaient des problèmes, s'ils se sont fait chier toute la journée à réparer des trucs, voilà. Et très souvent, moi, j'ai réglé des problèmes juste en mettant le bureau d'études avec les opérateurs une fois par jour, 10 minutes, quoi. Et tu réglais des dizaines de problèmes par jour, quoi, en fait. Dire, ah ouais, je fais ça sur mon plan. Puis le mec sur le plan, il avait pas bien vu, il avait oublié une cote. En fait, le mec sur le terrain, il faisait autre chose. Donc, c'est une mauvaise compréhension du BE. Et tu vois, enfin, c'est constamment des trucs comme ça. Et t'en as plein, des trucs comme ça au sol. T'as juste à te baisser et juste les gens se parlent. C'est pas d'investissement, quoi. Tu vois, et si tu dis, mais c'est 10 minutes par jour ou 1 heure par jour, et que tu résous peut-être 2-3 heures de problèmes par personne par jour, c'est bon, le ROI il est fait, quoi. Ah, il est énorme, ouais. Et c'est quoi l'histoire dont t'es le plus fier dans tout ce que tu as fait en termes de ligne d'amélioration continue, le changement qui a été le plus brutal, qui a apporté le plus qui a été le mieux, en fait? Ouais, je dirais qu'il y en a 2. Il y a cette entreprise, alors elle est en Charente, puis en plus elle est à 10 minutes de mon bureau là. C'est une société qui fait des optiques de phares, donc ils sont rang 1 de l'automobile, donc c'est super exigeant. Et c'est une entreprise qui battait de l'aile vraiment, vraiment avec des investisseurs, mais ils perdaient de l'argent. Alors ils avaient une double contrainte, c'est que le marché était en train de changer, ils passaient de la lampe à la LED en fait, et il y avait un renouvellement des gammes de produits. Donc ils avaient un problème de R&D. Et en plus, un parc très obsolète de machines avec des trucs. Tu voyais les moules passer. Donc, ils font t'as une phase d'injection plastique, puis de métallisation. Donc, ils mettent une couche réfléchissante au fond des phares, en fait. Et ensuite, une phase d'assemblage où tu viens mettre la carte électronique, la lampe, et tu assembles les différentes pièces et t'emballes. Et ils avaient des trucs, je voyais des moules de 10 tonnes qui passaient au-dessus avec des élingues qui étaient complètement pétées. Il y a eu des problèmes d'accidents où les manomètres, donc c'est tout est sous pression, les moules, et des mecs qui ont qui sont pétés des jambes à cause de manomètres qui disaient qu'il y avait plus de pression, puis en fait il y avait de la pression, et en enlevant le tuyau, ils se les pris, tu vois, enfin des accidents de fou. Et là, ils ont passé, donc c'est un projet qu'on avait démarré en 2014, je crois. Okay. Et là, ils étaient à peine 100. Là, ils sont 150. Ils sont devenus des leaders sur leur marché. Ils ont un bureau de R&D. Ils ont recruté. La performance, elle est très bonne. Ils ont implanté un peu de 4.0. Enfin, top, tu vois. Ça, c'est un premier exemple. Moi, j'ai dû les accompagner 3 ans. Alors, pas 3 ans full, hein, j'y allais de temps en temps. Puis, ils ont recruté des gens pour faire de l'amélioration, des jeunes. Très important, ça. Voilà, ils ont formé plein de gens et ils sont au top. Et après, tu as une autre société du côté de Bordeaux. Alors, je ne vais pas citer le nom, mais une grosse société qui est au sud de Bordeaux. Okay. On avait démarré l'amélioration continue. Je m'en souviens, ils se posaient la question entre agrandir. Alors, eux, ils pensaient que augmenter la capacité d'assemblage, ça passait par augmenter la taille du site industriel. J'aime bien celui-là. Celui-là, je l'adore. Voilà. Celui-là, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il marche pas? Voilà. Alors, en fait, donc ils avaient fait un calcul très simple. Ils avaient dit, non, on va faire 30% de capacité en plus, donc je vais augmenter de 30% ma surface au sol. Comme ça, tout va bien marcher. Sauf qu'en fait, dans l'amélioration, tu as un flux, et donc c'est comme si tu dis, tu vas avoir au milieu de ta production ce qu'on appelle un goulot, un endroit qui va te contraindre toute ta production. Donc, c'est un peu comme si tu disais, en fait, je suis à Bordeaux, il y a le pont d'Aquitaine, tu as 3 voies, tu ne pourras pas en mettre 4 ou 5 des voies. Le pont, il fait 3 voies, il y a 3 voies. Et tu dis, pour améliorer globalement le temps global de production, je vais mettre 5 ou 6 voies ou 7 voies en amont de ce pont pour augmenter la capacité. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un énorme bouchon sur le pont et à la fin, tu ne feras pas plus que ce que le pont peut absorber. Et donc, eux, c'était dans cette démarche-là, on va ajouter des voies, ajouter du stock et ça va être pire en fait.
Donc, ça va augmenter le temps de traversée, ça va augmenter les stocks, donc augmenter les problèmes qualité, etc., etc. Et finalement, donc on a démarré par un diagnostic, on a fait toute une démarche, on a déroulé plein de chantiers Kaizen rapides où on mettait en place en 3-4 jours des améliorations pôle par pôle. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait plus 30%, enfin la première année, plus 30, enfin en 1 an et demi, plus 30% de capacité de production au total. Il faut savoir que c'est un gros sous-ensemble, un gros Sans châssis. agrandir l'usine. Non, on a même gagné des mètres carrés. Non, Ok, donc en réduisant la taille de l'usine, tu as augmenté. J'aimerais bien qu'on le dise haut et fort. Ouais. En réduisant la taille de l'usine, j'ai augmenté la productivité. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, en gros, tu avais un gros châssis qui arrivait et tu avais tout un flot de pièces qui arrivait dessus et t'assemblais. Comme une voiture, tu as le châssis, puis tu as les portières, le moteur, etc. Donc là, c'est pas des voitures, mais en gros, oui, c'est de l'assemblage, quoi. Voilà. Donc, on a fait une optimisation de tous les pôles environnants. On a amélioré toutes les phases d'assemblage et donc on a accéléré ce qu'on appelle le tact, donc la capacité du poste qui était le poste d'assemblage de tout. On a augmenté cette capacité, ce qui fait que les produits sortaient plus rapidement, donc se stocker, restait moins en prod. Donc, tu avais un délai client qui était plus rapide, parce que du coup, au lieu de livrer, alors je me souviens plus des rythmes, mais une machine par semaine, on en livrait 2 à 3 par semaine. Tu vois, ça allait hyper vite. Et du coup, en parallèle, le bureau d'études avait un nouveau produit qui allait s'insérer, et donc on l'a inséré dans les 30% de mètres carrés qu'on a gagnés. Donc, en fait, ils ont fait plus 30% de productivité. Et dans les mètres carrés gagnés, ils ont fait un nouveau produit qui se vendait aussi. Donc, ils ont fait en chiffre d'affaires 2,5 fois plus, quoi. Enfin, c'était énorme. Les gains étaient gigantesques, en fait. Et ça a transpiré sur le magasin, etc., quoi. Et en 3-4 ans, ils sont devenus complètement autonomes. Et c'est devenu l'une des entreprises phares, l'une des ETI phares au sud de Bordeaux, quoi. Voilà. T'es pas obligé de les citer, t'inquiète pas. Non, je les citerai pas. Ouais, mais moi, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est pas leur nom, c'est l'exemple, en fait. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent là. J'ai un client à qui c'est arrivé il y a pas longtemps, je citerai pas non plus, mais qui nous a dit non, mais là, je vais doubler ma capacité de stockage et je vais plus avoir de problème de magasin. Ouais. Et on lui souhaite. On lui souhaite sincèrement. Mais du coup, là, on a un exemple concret que tu veux nous donner, c'est ça qui est hyper important, qui fait que c'est faux. Tu as vraiment un client qui a réduit sa capacité de production, ses mètres carrés de production, et il a augmenté ses capacités, quoi. Ça passe par quoi en termes concrètement, tu vois, genre pour que ça soit un peu plus physique, tu vois, dans la tête de ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent se projeter. Qu'est-ce qui s'est changé concrètement? En fait, ce qu'on a fait quand on a fait la cartographie existante, donc on a tracé une VSM, on a mis toutes les étapes, on a mis, donc tu mets tous tes stocks et tu regardes. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que chaque stock, on l'a converti en mètres carrés déjà. On a dit, une machine au sol, c'était à peu près 25 mètres carrés par machine, parce que tu as la machine plus toute la zone autour pour pouvoir assembler. Donc, tu as les magasins autour, ça. Donc déjà, on a dit, il y avait 250, 300 ou 400 mètres carrés, je sais plus, 400 mètres carrés, juste d'assemblage final. Donc, on a tout retranscrit en mètres carrés. On a dit tous ces mètres carrés-là, ils rapportent rien. 0 €. Ça rapporte pas de chiffre d'affaires au mètre carré. Génial. Tu vois ? Et on a fait pareil sur tous les flux de sous-ensemble avant. On a dit, tous ces mètres carrés-là, c'est que du stock ou que de l'attente, des sous-ensembles qui traînent. Donc, c'est des mètres carrés qui rapportent rien. De l'argent que vous avez mis sur ces mètres carrés qui, en plus, ne rapportent rien parce que vous avez acheté le moteur, vous l'avez mis là, il est acheté. Si vous le laissez là, il prend pas de valeur, quoi. Voilà, tu vois, c'est pas un lingot d'or qui prend de la valeur, quoi. Donc du coup, tout valorisé en mètres carrés. Ouais, tu fais un état des lieux, c'est-à-dire que encore une fois, comme tu disais au début du podcast, je pars pas dans les solutions. Je cherche pas à solutionner le problème. Je cherche déjà, parce que ça c'est aussi un piège. Ton usine, tu la connais par cœur. Moi, je sais que quand on installe les boutons dans les usines, les opérateurs, ils écrivent la liste, mais le directeur de l'usine ou le responsable, il sait déjà quel bouton va être le plus appuyé. Et c'est très dur finalement, quand tu connais déjà tes problèmes, de te dire non, j'ai quand même besoin de me poser. Ouais. Disons que ça a un double intérêt, c'est que tu factualises tout ce qui se passe réellement, donc t'as plus du coup, tu dépassionnes un peu le truc, et après tu partages la vision, quoi. Ok, on est tous d'accord que ça fonctionne comme ça, quoi, et que du coup les problèmes ils sont là. Et là t'as 10 cerveaux, 10, 15, toutes les personnes qui sont dans la salle avec toi qui disent ok, on est tous d'accord que ça marche pas, ça marche, et tout ça marche pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on analyse du coup les causes, qu'est-ce qui fait que, et là, on retrace du coup donc on a retracé une organisation plus
plus fiable, théoriquement, un processus. Donc, on refait une cartographie cible. Et dès qu'on va remanier l'existant vers la cible, on va changer des choses. On va dire, là, il faut que ça aille plus vite. Là, il faudrait qu'on ait moins de problèmes qualité. Donc là, plan d'action. Et on a listé à peu près une quinzaine de chantiers, des gros chantiers d'amélioration. Puis ensuite, on les a mis sur un planning. On s'est dit, OK, le premier, ça va être ce chantier sur cette zone-là, puis cette zone-là, puis cette zone-là. Puis on a fait une réimplantation un peu globale, petit à petit, step by step. Et petit à petit, on a gagné des gains. Et ils voyaient les temps de traversée diminuer, les coûts de stockage diminuer, les mètres carrés se libérer, et te dire, OK, on va faire autre chose maintenant, quoi. Tu vois, ils pouvaient ne plus les éclairer, ne plus les nettoyer. Déjà, tu vois, par exemple, pour dire, pour le moment, on va rien faire avec. Mais ils se rendaient compte que s'ils avaient agrandi, ils auraient dépensé des millions d'euros dans un agrandissement et que ça aurait servi à rien, en fait. Parce qu'ils en auraient rien fait, en fait. Mais la première étape pour éviter ça a été de mettre tout le monde au même niveau de connaissance. Oui, ça c'est la base. Ouais, donc en fait, c'est qu'il faut aussi que tu acceptes que en fait, ce que toi tu sais, les autres ne le savent pas, et que les autres savent des choses que toi-même tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que tu ne sais pas. Alors là, on rentre un peu dans le. Mais c'est ça, quoi. Des fois, t'as même pas conscience. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Le gros du travail du début, quoi. C'est vraiment dire à tout le monde, écoutez, je vous assure, même je sais que vous êtes le responsable de l'usine, mais je vous assure, il y a des choses que vous savez pas. Ouais. Non, mais c'est important de bien partager, quoi. Ça, c'est une phase qui est super importante, en fait. Et une fois que tu as fait ça, les gens sont convaincus qu'il faut y aller après. Ouais, parce que ils ont un cerveau, donc si tu leur expliques des choses logiques, ils vont te dire, ah ben oui, c'est logique, ok, vas-y, essayons de trouver une solution, vu qu'on a un vrai problème. Et après, souvent, moi, ça, c'était chez Schneider Electric, les mecs me disaient, ok, décide une cible, c'est no limit. T'as pas de limite d'argent, il n'y a pas de problème d'implantation, t'as pas de problème. Qu'est-ce que tu ferais? Comment t'implanterais? Comment tu ferais le truc, quoi, tu vois? Et là, à ce moment-là, les mecs, ils te sortent des trucs de fou, quoi. Ils disent, ok, no limit, ok, moi je fais ça et je le fais comme ça. Et là, tu dis, ah ok, c'est pas cool. Et après, tu reviens dans la réalité, tu remets un peu les contraintes, les ressources que tu as. Et là, c'est intéressant, tu vois, tu t'enlèves les contraintes puis tu les remets un petit peu. Puis voilà, on faisait souvent ça et c'était un peu la blague. On se souvient avec le mec de la logistique qui était un peu plus réticent et on lui disait, écoute, il s'appelait Eric, je crois. Et je lui disais, Eric, raisonne no limit. Il me dit, ok, no limit, ok, on fait ça. Tu vois. Et du coup, c'était super marrant. Et voilà, et on s'est bien éclaté, quoi. Ça, c'était vraiment été un super projet. Dur au début? Ouais, non, alors pas dur, parce que c'était bien sponsorisé, parce que la directrice industrielle était bien consciente qu'il y avait un truc à faire. Ok. Toujours la direction consciente et qui a envie de faire bouger les choses. Ouais, et c'était un peu c'était une boîte qui avait une technologie super intéressante, mais la partie production c'était germinal, quoi. T'arrivais, c'était un peu, ça c'est les mecs de la prod, donc ils faisaient gris dedans, la lumière était pas bonne, les sols étaents pourris, ils faisaient des super machines. Et tu dis, mais ok, c'est pas normal, quoi. Et donc tu rentrais là-dedans, tu savais pas ce qui se passait, t'avais 4 personnes tous les 20 mètres, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Déjà, tu voyais rien qu'en y allant qu'il y avait que des stocks partout. Et 3 mecs, de temps en temps, que tu voyais sortir des allées, tu te dis, mais en fait, il se passe pas grand chose ici, quoi. Et tu dis, vous voulez agrandir en plus? Alors, les gens, ils vont jamais se voir, quoi. Et finalement, voilà, on a fait l'inverse, quoi. Mais au début, c'était compliqué, de leur dire, non, au contraire, vous allez réduire votre surface utile au sol, en fait. Vous allez pouvoir faire autre chose. Et ça va bien se passer. Et ça va bien se passer, ouais, exactement. Ok, super. Est-ce que tu as un énorme coup de gueule pour l'industrie française? Pas forcément sur... ça peut être ce que tu veux, hein, c'est pas obligé d'être dirigé vers les industriels, ça peut aussi être vers des choses qui gravitent autour de l'industrie, mais là, si tu vois, la France entière t'écoute bientôt, ce serait quoi ton coup de gueule? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Un coup de gueule, qu'est-ce que j'aurais comme coup de gueule? Je sais pas. Alors, en fait, comment dire? Moi, c'est assez compliqué. En fait, t'as les industriels, t'as les gros industriels. Ouais. T'as des belles usines, c'est beau, c'est machin. Et t'as les petites entreprises. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Tu vas dans une petite PME, alors pas toutes, mais t'en as beaucoup. Les gens ils gueulent, ils se parlent super fort, les murs sont gris. Alors, les lumières, c'est toujours l'horreur, les lumières. Je sais pas pourquoi.
ils mettent les lumières à 15 mètres de haut pour éclairer 2 mètres entre le sol et le mec, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais ok, comment ça se fait ? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Tu rentres, tu dis, waouh, germinal. C'est pas quoi. agréable. Non, Ouais. c'est pas agréable. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites pas des lieux de travail agréables, quoi? Clair, quoi, comme à la maison, quoi. Tu vois, si ta cuisine, elle était crade, pas éclairée, moche, t'aurais pas envie de faire la cuisine, quoi. Tu vois, t'aurais envie de faire surtout pas de Et en la plus, cuisine dedans. Tu passes plus de temps à l'usine que dans ta cuisine. Ouais, en plus, tu vois. Donc c'est vrai que, alors, ça a sûrement tendance à changer, tu vois, mais c'est vrai que c'est souvent un peu le bordel, quoi. Et je sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça, quoi. Ça fait souvent peur. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans des coins, dans des zones industrielles en France, où franchement, parce que j'ai fait des pays de l'Est, la Turquie, Tunisie, etc. Ouais. Pareil, t'as des usines, et moi, je me retrouvais dans le même truc, quoi. Alors, on a quand même un peu plus de moyens, tu vois. Enfin, plus de moyens, dans le sens, tu te dis, mais quand même, quoi. Comment des gens en France peuvent bosser dans des conditions comme ça ? T'as des fois, c'était vraiment limite, quoi. Et il y en a plein comme ça, quoi. Moi, j'ai fait plein de stages où, quand j'étais en école à l'IUT ou des choses comme ça, je bossais en usine. Et à chaque fois que j'y allais, je disais, mais jamais je ferais ça, quoi. Tu vois, je faisais les 3-8, c'était dur, il faisait gris, c'était sale, il y avait de l'huile, la lumière, du bruit, tout. Tu te dis, mais il n'y avait rien sur les conditions de travail. Rien. Du coup, je vais te poser la question un peu naïve, mais un environnement de travail agréable et beau, ça aide à produire plus. Mieux, je dirais. Mieux. Plus, ouais, c'est sûr. Franchement, dans ta tête, tu te sens mieux, donc du coup, tu te sens mieux après, et puis tu as envie d'y retourner, puis tu as envie d'en parler de ta boîte, tu vois. Ouais, mais chez nous, c'est ouf, on a un super lieu de travail, ça marche trop bien, c'est joli, c'est cool, tu vois. C'est souvent, en fait, industrie résonne avec c'est dur, quoi, tu vois. Et ça, Ouais. j'arrive pas à comprendre pourquoi, forcément, ça doit être dur, quoi, tu vois. Moi, je regarde beaucoup, moi, j'aime bien la société 1083 qui font des jeans, là, tu sais. Yes, je Ils connais, ont ouais. une usine, en fait. L'usine, tu vois, les machines, elles sont rouges, l'atelier, il est super joli. Moi, j'adore, quoi, tu vois. Une usine Tesla, tu vois. Alors, Tesla, ils sont blindés, mais bon. Mais typiquement, il a tout de suite fait un truc super beau, joli, machin, les codes couleurs. Tu vois, ça semble assez, tu vois, des allées droites, des codes couleurs au sol. Les sols ne sont pas forcément obligés d'être gris, dégueulasses. Ils peuvent être aussi blancs, tu vois, pour que ce soit un peu plus propre. Plein de choses comme ça, sur la lumière, sur l'ambiance, quoi. Tu vois, un peu du home staging, tu vois, d'entreprise, quoi. Ça pourrait être pas mal. Et très souvent, c'est l'inverse, quoi. C'est que c'est plutôt, nous, c'est l'industrie. Donc, l'hiver, faut qu'il fasse froid. L'été, faut qu'il fasse chaud. Les lumières, on va pas mettre des ampoules blanches, on va mettre des ampoules jaunes. Tu dis pourquoi, en fait. Les murs, on va laisser les briques grises, c'est vachement mieux. Alors, on pourrait mettre un coup de peinture blanc, tu vois. On pourrait faire des fenêtres aussi, tu vois, aussi. Je sais pas pourquoi les usines sont forcément fermées avec des agglos, tu vois. On pourrait mettre des vitres pour qu'on ait de la lumière naturelle, pour éviter de mettre de la lumière, tu vois. Plein de trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Dans les conceptions des sites, on fait souvent des murs pleins et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'en plus, quand tu j'ai visité pas mal d'usines, moi aussi, là, je commence à en avoir visité pas mal, et je partage cette souffrance du lieu de travail qui, du coup, est pas agréable. Et dès qu'une usine, moi, je te rejoins parce que j'en ai visité quelques-unes où c'était beau, c'était agréable. En fait, c'est pas un musée, hein, tu vois, genre on n'est pas dans un appartement design parisien ou new-yorkais, tu vois, mais non, mais les mecs s'étaient mis bien, ils avaient mis des belles lumières, ils avaient pensé leur espace. En fait, on les avait laissé penser leur espace et ils étaient fiers. C'est ça qui est intéressant. Ils étaient toujours fiers de te montrer leur espace de travail. Et tu sentais cette espèce t'étais bien, t'avais envie de rester en fait. T'avais envie de les aider, t'avais envie d'aller bosser avec eux, quoi. Ouais. Et puis moi, je trouve qu'un environnement, une usine neuve avec des vieilles machines, ça marche vachement bien, quoi, tu vois. Des vieilles machines, mais bien propre, bien, tu vois. 1083, c'est ça, ils ont des vieilles machines avec un environnement un peu start-up, tu vois. Je trouve que ça marche super bien. Et tu vas attirer des profils jeunes, faut faire ça, hein. Faut faire ça, quoi. Sinon, t'attires personne, quoi. Et tu vois, moi, le nombre d'usines un peu comme ça, un peu plus vieillottes, qui galèrent à recruter, parce que les mecs de 1083, ils sont dans le trou du cul de je sais pas quoi, hein, donc tu vois, et ils arrivent à recruter. Je pense qu'ils ont des tonnes de CV devant leur porte tous les jours. Les usines Tesla, souvent, elles sont paumées, quoi, aussi, tu vois. Je pense à des Louis Vuitton. Typiquement, les usines sont très souvent dans des lieux excentrés, tu vois, au fond de la Drôme, de la Creuse, de l'Allier, tu vois, des trucs comme ça. Donc, t'as pas grand monde. Pourtant, les gens y vont.
Parce que l'environnement, il est super chouette, quoi. Alors, c'est le luxe, c'est un peu différent, mais t'attirerais des profils comme ça. Il y a des gens qui seraient prêts à y aller pour dire non, mais l'entreprise, elle est folle. Ouais, Je fais 2-3 ans sûr. là-bas. Ok, j'y vais parce que c'est génial, tu vois. Puis même, il y a la passion en fait des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui du coup se créent un environnement pour bien travailler. Ça, en fait, ça fait naître la passion chez toi. Je vois, on a un client comme ça qui a une très belle usine. T'es pas passionné par ce qu'il fait, mais quand t'arrives, t'as envie d'être passionné en fait. Ouais, C'est tellement, ça respire tellement. Tu vois, tout le monde est tellement là-dedans que le mec, il fabriquerait des poubelles. Tu serais passionné par les poubelles, oui, quoi. Genre, enfin, ouais, c'est ça. et c'est ça qui est fou. Et juste avec, c'est pas grand-chose, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est ben un peu. En fait, c'est un peu de peinture, des de la lumière Ouais, qu'on voit, ouais, qui fasse jour, et ce dont tu parles là, les allées, c'est-à-dire avoir pensé le chemin de la matière. Tu vois, ouais, c'est vraiment, si t'as pensé le chemin de la matière, ben forcément l'atelier après il est beau, quoi. ouais, c'est ça. Le chemin des matières, le chemin des personnes, des visites, je sais pas, tu vois, pour que ce soit. Parce que c'est souvent ça quand tu fais visiter des sites industriels. Des Schneider, des Bosch, des etc. Ils disent toujours waouh, la lumière, tu vois super clair, le sol est Ouais. propre, tu peux manger par terre. Souvent, c'est l'expression. C'est l'expression de Porsche, ça. Tu peux Voilà, de Ferrari ou Porsche, ouais, tu peux manger par tu terre. peux manger par terre. Voilà. Et en fait, les mecs ont des habits propres, ils sourient du coup. Enfin, tu vois, tu te sens mieux, quoi, en fait. Et du coup, tu dis, ah, c'est propre, tu vois où tu dois passer, t'as les allées, c'est marqué. Ça coûte pas cher, ça. Hein. Ça Ça, coûte c'est pas ouais, ça, c'est cher, quoi. vraiment un des investissements qui coûte le moins cher, en Ah fait, non, hein. non, non, ça coûte rien, ça. Par rapport à l'achat d'une machine, 10 axes usinage. Par rapport à l'achat d'un MES Ah qui se oui, voit pas et qui marche pas, ouais, moi, je vous le dis, exactement. repeignez vos murs, hein. Ouais, Mettez pas de, mettez pas de MES, mais c'est repeignez vos clair. murs, quoi, C'est clair. franchement. Mettez des fenêtres, mettez des vitres avec des volets roulants sécurisés au pire, mais au moins le matin, quand les gens arrivent, ils ouvrent les volets, tu vois, ils ouvrent les fenêtres, tu vois, et ça peut être très cool, quoi. Mm. Et je trouve que ça, c'est pas assez poussé, soit par les dirigeants, soit peut-être par les régions aussi qui disent, mais en fait, l'environnement est super important, en fait, quoi. Tu vois, dans un environnement de start-up, c'est pareil, souvent, tu essayes d'avoir un environnement sympa pour attirer les profils parce que ça joue, quoi. Ça joue. Ah, je suis à 100% d'accord, hein. Nos bureaux, Ouais. je me suis dit, c'est là où je vais passer le plus de temps dans ma Bah ouais, journée, c'est là où on va passer tous plus de temps. Il faut faut qu'on soit tous bien. Faut qu'on soit dans voilà. les meilleures conditions pour travailler. Si jamais je recrute les meilleures personnes et que je les mets dans les meilleures conditions, on peut faire parallèle avec une usine, il se passera forcément les meilleures choses. Bon, après, il reste un peu de management et d'autres Ouais, trucs à faire, mais si jamais tu prends des personnes qui sont passionnées, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi, tu vois, même les mecs dans ces usines grises, on va les appeler les usines grises, tu sais, les usines où tu dis, pouah, ça ouais, doit être dur de passer la journée là. Ils sont ouais, passionnés par ce qu'ils font. Moi, ouais. tu vois, c'est un truc que j'ai jamais rencontré. Bon, c'est très rare et tu sens que le mec va partir. J'ai rarement rencontré des gens qui étaient pas passionnés par ce que fait leur usine, tu vois. Oui, Et que ce soit au niveau des opérateurs, tu sais, il y a la fierté de, ben, nous, on fait des chaises, nous, on fait des vaccins, nous, on fait des gants, nous, n'importe quoi. Il y a cette fierté, tu vois, du produit que tu fabriques. Et du coup, si tu les laissais juste s'exprimer, ces gens-là, ils seraient trop fiers de te dire, bah, regarde, on a organisé tout ça, ça marche super bien. En plus, on s'est mis un peu de couleur et tout. Là, l'environnement, il déchire, quoi. ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est hyper rare quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui déteste l'entreprise, qui Ah non, c'est déteste pas les possible. produits. C'est impossible de rester. Enfin, personne ne fait ça, tu vois. Donc les Ouais, mecs, c'est c'est trop dur, hein. forcément que des passionnés et que des gens qui aiment l'entreprise ou le produit ou l'histoire mais il y a un truc, tu vois. C'est Ouais. obligatoire. Donc si tu leur donnes la parole, bon, c'est énorme. De toute façon, souvent on dit le plus gros gaspillage, la plus grosse chose qu'on n'utilise pas, c'est l'intelligence des gens. Hein. Amen. Exactement. Ouais. Amen. Eh ben écoute, merci Julien. On commence à Merci arriver à vers toi. vers la fin. Je m'oblige un peu à couper parce que on a des obligations et je sens que sinon on va être parti pour Ouais. plusieurs heures et puis on va appeler des designers pour aller Bon, allez, changer toutes les usines de France. Ça serait cool qu'il y ait une start-up qui se mette à faire ça ou même juste une entreprise, pas forcément une start-up, mais qui ouais. soit designer industriel juste pour ça Ouais, serait moi j'avais réfléchi à un concept de cauchemar en usine, tu sais, ah ouais. au lieu de cauchemar en cuisine, un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être cool, quoi. Et tu chamboules tout. Du coup, pour finir, je vais te poser il me reste 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu recommanderais à lire ou à voir ou à écouter pour un directeur, un responsable de production ou un opérateur, tiens, pour un opérateur qui voudrait amener
son responsable de production et son directeur à se dire le lean, ça serait pas mal? Wow, c'est compliqué ça. Ouais, elle était hyper précise cette question. Ouais, c'est super précis. Pas simple, parce que c'est pas très sexy le lean en France. J'avoue que peut-être qu'ils aillent voir notre site web sur Seven Shapes et qu'ils regardent qu'une usine, ça peut être cool. Ok. Ça pourrait être ça. Après, t'as une formation gratuite sur Seven Shapes, quelque chose pour ouais, démarrer? alors, on a une et du démo contenu qui est en ligne avec à peu près une trentaine de minutes de contenu, des vidéos, des choses comme ça. On a du contenu, on a des articles de blog, des choses Ok. gratuites. Donc quoi. déjà, il a 30 minutes gratuites pour Ouais. lui déjà se former Il et peut. avoir des armes pour discuter avec sa direction. Exactement. Après, je pense, les bouquins, ça reste assez technique, quoi. C'est pas. Ouais, trop théorique. Ouais, t'as pas de super bouquin où tu t'en prends plein la gueule et tu fais OK, c'est ouf, quoi. C'est assez, c'est beaucoup de texte, tu vois, c'est un peu compliqué à lire. Je pense que ce qui est bien, moi je sais que là où j'ai vu le plus de waouh, alors ça peut être aussi un autre coup de gueule, mais disons que les grandes entreprises ouvrent plus leurs portes. Les grandes entreprises très avancées dans le lean. Et que, du coup, l'opérateur dit hey, moi j'aimerais bien visiter ce site là parce qu'il a l'air d'être vachement bien et viens avec moi, tu vois. Et qui voit à quoi ça ressemble, tu vois. Je pense que c'est pas mal ça. Ça c'est le déclencheur le plus rapide, je pense en fait. Et qu'il échange avec un interlocuteur, un directeur à directeur, opérateur à opérateur. Nous on l'a fait souvent, ça avec mon ancienne boîte de conseil. On faisait visiter des sites vraiment très avancés dans l'amélioration et ils montraient leurs chiffres, les actions, ce qu'ils faisaient, etc. quoi. Ça, je pense que ça c'est le mieux. Ouais. Je pense que souvent une image vaut mieux que plein de discours. Ouais. Non, mais c'est clair. En plus, t'as pas l'occasion. Tu vois, généralement, je repense à plein de clients où ça fait 20 ans que t'es dans la même usine et t'en as jamais vu d'autres finalement. Ouais. Mais c'est pas forcément en voir d'autres parce qu'elles sont mieux. Ouais. Ça peut aussi en voir d'autres parce qu'elles sont pires et te dire ah ouais, c'est vrai que ça il faut pas le faire. Ah ouais. C'était super conseil. Les gens adorent. Hein. Bon, moi, je sais sur Angoulême, du coup, j'avais l'opportunité d'aller faire visiter un site Schneider qui était très très avancé dans le lean. Et les gens me demandaient quoi. Ouais, j'ai entendu dire que les collègues étaient allés voir, que c'était génial. Est-ce que tu peux organiser une nouvelle visite, tu vois? Ouais. Et les gens, ils venaient. Je peux te dire qu'ils étaient à l'heure. Le carnet sous la main et vas-y, ça posait des questions, ils observaient, ils regardaient et à la fin ils étaient là, oh, mais moi je file mon CV quand vous voulez, tu vois. Ça a l'air d'être trop bien quoi. Et t'es là, tu te dis ouais mais chez vous ça pourrait ressembler à ça quoi. Et là ils se projetaient, ils disaient ah ouais mais c'est vrai on pourrait faire ça et là boum t'as tout un truc qui se met en route, c'est vraiment top. Trop cool. Donc voilà. Top. Et du coup ma dernière question c'est est-ce que tu as une question pour moi à me poser? Moi je t'ai posé plein de questions pendant quasiment 50 minutes là. Ouais, moi je serais curieux de savoir la genèse du bouton en fait. Comment est-ce que c'est venu avec les boutons Amazon en fait ou pas? Pas du tout. Ah d'accord, ok. Et du coup, je serais curieux de savoir comment c'est né. Pourquoi tu t'es dit tiens ça va le faire. En fait, ce qui est fou, c'est que c'était un problème. Comme à chaque fois que j'en parle à un prospect ou à un client, c'est ça que j'aime, et que je lui explique, je lui dis, les boutons, ils sont là pour quantifier les problèmes. C'est un problème que je connaissais, mais sur lequel j'avais jamais réalisé que c'était vraiment un problème. Parce que je travaillais dans l'industrie, moi, avant, et j'avais jamais mis le doigt dessus. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler dans un accélérateur de start-up, où on aidait les grandes, des ETI, tu vois, à utiliser les objets connectés pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et en fait, un jour, on visite un poste de travail d'une usine très classique, en plus c'est un peu avancé et tout, je ne citerai pas leur nom, mais et l'opérateur, il assemble des pièces et il nous dit, il me manque des vis. C'est-à-dire que le magasin, tu vois, me livre des pièces et il me manque des vis. Et là, il commence à nous dire, est-ce que vous auriez pas un système pour vérifier qu'il y a tout le temps les bonnes vis? Et ça c'est classique d'aller chercher la solution, tu vois. Et là moi je suis quand même ingénieur de base et on commence à réfléchir, ouais alors faudrait peser les vis, on pourrait mettre des caméras, des capteurs, des trucs. Ouais, des trucs, on se dit ouais machin. Et je commence à réfléchir à plein de trucs, tu vois, pendant qu'il me parle et je lui dis mais j'ai plein d'idées. Par contre, pour savoir laquelle serait la plus pertinente, tu vas mettre un capteur, une caméra, machin. J'aimerais bien savoir combien de fois ce problème-là il arrive. Et là, il me dit, je sais pas. Il me dit, ça arrive beaucoup, mais alors là, j'ai pas noté quoi. Genre, et je lui dis, mais c'est fou. T'as pas
un ERP, je vois qu'il y a un ordinateur sur ton poste de travail, t'es connecté à l'ERP, tu notes pas. Il me dit, mais si, mais l'ERP, il est pas fait pour ça, quoi. Puis en plus, ils ont fait développer un module à la direction, mais ce module-là, quand je dois déclarer mes arrêts, ça me prend minimum 10 minutes de déclarer un arrêt parce que je dois connecter, machin, parce que ça bug et tout. Il me dit, moi, la vis, en 3 minutes, je vais en chercher une autre. Si je mets 10 minutes à déclarer mon arrêt, je vais perdre 4 fois plus de temps, je vais me faire défoncer parce qu'à la fin de la journée, j'aurais pas réussi à faire mon quota, quoi. Et je lui dis, ah ouais, donc en fait, tu notes le problème nulle part. Il me dit, bah non, on n'a rien, c'est pas... Il me dit, le problème, c'est ça qui m'a... Le problème, il est tellement petit, en termes de temps perdu, que on pense pas qu'il est si gros que ça. Par contre, c'est vrai que là, il arrive vraiment tout le temps, quoi. Et je vais voir, donc le mec est conscient, mais il sait pas combien. L'opérateur. Parce que de toute façon, lui, il le sait, il le vit tous les jours. Je vais voir le chef d'atelier, tu vois, donc de l'îlot, qui me dit, ah ouais, ça arrive tout le temps. Je lui demande, bah, combien? Il me dit, bah, je sais pas, mais tout le temps. Ok, je monte encore N+1, je vais voir le responsable de, je sais pas, de production, je crois, et à chaque fois, c'est la même chose, c'est, ah ouais, ça arrive souvent, mais je sais pas combien, mais ça arrive souvent. Et je me souviens qu'on j'ai monté, je crois, 6 strates, 6 ou 7 strates. Je suis arrivé jusqu'au directeur, parce que c'était une belle ETI. Je suis arrivé jusqu'au directeur de l'usine globale, donc le mec qui met peu souvent les pieds dans l'usine, parce que c'est normal, c'est pas. Mais même lui, parce qu'ils ont plein d'activités, il était au courant que à cet endroit-là, les vis, ça arrivait souvent, et qu'il savait pas combien c'était. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous résolvez pas le problème? Et il me dit, ben, les gars, ils voudraient qu'on embauche quelqu'un de plus au magasin, parce qu'ils pensent que c'est ça la solution. Ouais, c'est ça le problème, ils sont pas assez. Voilà, ils disent au magasin, parce qu'en fait, ils ont quand même analysé le truc, et en l'occurrence, c'était ça la solution. Mais en fait, ils me disent, ils ont analysé le truc, il faudrait quelqu'un de plus au magasin, parce qu'au magasin, ils sont pas assez. Parce que l'activité a augmenté, mais on n'a pas embauché plus personne au magasin. Et il me dit, moi, je veux bien embaucher quelqu'un au magasin. Je me souviens de cette discussion. Moi, je veux bien embaucher quelqu'un au magasin. Seulement, c'est 50 000 € en plus de dépenses par an. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien on perd d'argent à cause du problème. Je ne peux pas, en tant que directeur du site, prendre des décisions si je ne sais pas combien d'argent on perd et combien d'argent on peut gagner. Parce que sinon, demain, je vais tuer l'entreprise. Et il me disait ça. Il me dit, moi, ma seule inquiétude, c'est de tuer l'entreprise, c'est de prendre une mauvaise décision. Il me dit, si jamais tu me dis combien d'argent on perd, je te jure, j'investis direct. Et on a mesuré, et il perdait, il y avait à peu près 50 postes qui faisaient ça, et il perdait, rien que sur 3 postes, il perdait 500 000 € de chiffre d'affaires par an. 500 000 Ouais, juste à cause des vis. La vache. Il perdait 160 000 €, je crois, par opérateur et par an, c'était ouf. de chiffre d'affaires, je parle de chiffre d'affaires. Et donc c'était gigantesque. Ah ouais, mais c'est énorme. Et on lui a amené des datas simples. Et c'est comme ça que c'est né Déclic. En fait, on lui a amené des données avec ses boutons. Les opérateurs, dès qu'ils avaient un problème, ils avaient une dizaine de boutons. Appuyaient. Ils faisaient que cliquer sur le bouton, tu vois. C'est tout, ils faisaient rien d'autre. J'ai un problème de vis, donc je clique. Ils ont un problème de vis, il y a un plan qui marche pas. Ils appuyaient juste une fois. Et ils avaient rien d'autre à faire. Ils n'avaient pas à déclarer quelle heure il était. Ils n'avaient pas à dire comment il s'appelait. Ils n'avaient pas à connecter, machin. Juste combien de fois ce problème tout simple, il arrive. Et t'arrives et tu montes ça, du coup, à ce N+6 plus 8, la directeur de l'usine. Et là, c'est l'autre discussion que j'ai retenue qui m'a vraiment fait kiffer, c'est enfin des chiffres que je comprends. Et ça, je trouvais ça génial. Il m'a dit, on me montre des PowerPoint et des Excel toute la journée. Même les mecs qui me les montrent, je sais qu'ils y comprennent rien. Moi, j'y comprends encore moins rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'usine. Là, c'est hyper simple. Il y a un problème, on a mis un bouton et sur le bouton, il y a marqué manque en vis. Dès que l'opérateur il lui manque une vis, il appuie dessus. Point barre. Et tu sais combien de temps ça va lui prendre après. Après, voilà. Après, il y a plein d'autres méthodes pour ramener mais en gros, c'est très simple. En plus, maintenant, on a rajouté une fonction. À l'époque, on n'avait pas. Maintenant, on a rajouté une fonction. On peut aussi mesurer le temps. C'est un peu plus complexe, mais voilà. Et c'est ça c'est comme ça que la genèse est née. Et rien qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai encore eu une autre histoire comme ça. Ça, c'est bien une des raisons pour laquelle j'ai envie de continuer l'aventure. Et c'est ce qui me fait plaisir. Un client du côté de Perpignan qui m'appelle et qui me dit là c'est génial, ça fait 2 mois qu'on utilise les boutons, on a une machine, on a plus de 400 appuis par mois, il me dit c'est bon là, j'ai assez pour valider mon budget pour acheter je crois qu'il a un problème parce que les sacs se décrochent et du coup il voulait acheter du coup
il voulait faire un upgrade sur la machine ou acheter une nouvelle machine. Tu vois, c'est un investissement, je sais même pas combien, je pense que doit être, tu vois, 50 000, 200 000 euros. Ça, c'est quand même ça coûte cher, ces machines industrielles. Et il m'a dit, là, rien qu'en 2 mois de boutons, c'est bon. Ouais. je Bon, peux j'ai aller compris, quoi. Ah ouais. Mais c'est surtout, non, mais c'est surtout, je vais voir ma direction, parce que lui, c'est le responsable de production. Il me dit, bah, je vais voir ma direction, j'ai le budget en 3 minutes, quoi. Parce que, Parce que c'est quantifié, t'arrives avec des données, quoi. Ouais, c'est assez simple. Et puis après, bon, c'est peut-être pas ça la solution, hein. Je rejoins un peu ce que tu dis sur le lean, c'est ça qui est important, mais on va mesurer si jamais c'est ça qui apporte ou pas, tu vois. Donc, on va s'assurer quand même. Ouais, la première phase, c'est de mesurer, hein. Après, t'analyses, quoi. Et là, tu vas tirer un peu les causes un peu sous-jacentes, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire un truc un peu moins cher, bon, voilà. Mais la première chose, c'est que tu mesures. C'est ça, toujours. Comme chez le médecin. Trop bien. Top. Merci beaucoup, Julien. Merci et merci à tous de nous avoir écoutés. Je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci. À toi aussi. Salut Arnaud. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Aujourd'hui, on était avec Julien Charles de Seven Shapes, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn en tapant Julien Charles avec un S. Si vous voulez en savoir plus sur Déclic et sur ce qu'on fait avec nos boutons, vous pouvez vous rendre sur le site déclic.fr, DECLIQE.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn et me retrouver sur LinkedIn, Arnaud Huvelin. Si vous avez envie de participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à m'envoyer un email, arnaud, déclic.fr. Et je vous remercie encore pour votre écoute. Et la prochaine fois, nous recevrons Olivier Cornu de chez Cubic Partners qui viendra nous parler de Lean et d'accompagnement dans les usines. Bonne soirée à tous.